Et oui, cette pénurie de semi-conducteurs qui désorganise totalement la fabrication de voitures un peu partout sur le globe. Tous les grands constructeurs, ou presque, sont frappés. Et il y a encore quelques jours, d'ailleurs, Jaguar, Land Rover et Daimler ont annoncé des interruptions de production de véhicules. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que partout dans le monde, la réalité c'est ça, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, les usines d'assemblage s'arrêtent et ça a pour conséquence quand même, très concrètement, on va fabriquer beaucoup moins, enfin nettement moins de voitures dans le monde cette année. Ça a des vertus Oui. écologiques, diront certains, ça dépend lesquelles, vous me direz. L'an dernier, la production avait été évidemment très très amputée par ce qui s'est passé avec les confinements, avec les fermetures d'usines pour cause d'épidémie. Cette année, c'est une autre explication et d'après les estimations de certains cabinets comme IHS, ça pourrait être plusieurs millions d'automobiles en moins que ce qui aurait été produit s'il n'y avait pas eu ces pénuries en 2021. C'est absolument spectaculaire. Ouais. Ces ruptures d'approvisionnement, encore une fois, en semi-conducteurs en plus, dont se servent évidemment les voitures, est-ce qu'on aurait pu les éviter? Parce que certains diront, bah voilà, il n'y avait qu'à pas délocaliser la production de ces semi-conducteurs en Asie, et pour le coup, on n'en serait pas là aujourd'hui? Alors, on n'a jamais fabriqué énormément de puces en Europe, hein, il faut admettre ce qui est, et puis il faut regarder la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a ces pénuries? On a ces pénuries parce que du côté de la demande, ça a été très perturbé. Hein, les constructeurs automobiles, notamment, ils ont arrêté d'acheter des puces l'an dernier quand leurs usines ont fermé, puis ils ont relancé violemment les achats. Donc il y a ça. Et puis l'an dernier, on a fabriqué beaucoup plus d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo aussi, parce qu'elles se sont plus vendues. Le télétravail s'est beaucoup développé sous le coup des confinements, et donc ça fait exploser la demande. Et du côté de l'offre, l'offre n'a pas explosé comme la demande, et on a eu des gros problèmes. Hein. Il y a eu le mois dernier une usine qui a brûlé au Japon, qui a détruit plusieurs machines qui fabriquent des puces, et une machine fabrique des dizaines de millions de puces par an, donc ça va très vite. Il y a eu la sécheresse à Taïwan, qui est le premier producteur mondial de puces. Or, pour fabriquer des puces, il faut énormément d'eau. Hein. Le TSMC, le premier producteur mondial, à Taïwan, il consomme 100 000 litres d'eau à la minute, chaque minute de l'année. Et donc, quand l'eau vient à manquer, c'est évidemment plus compliqué. Puis, si vous vous souvenez bien, il y a eu de la neige au mois de février au Texas. Et c'est un autre endroit où il y a des usines de puces. Donc, du côté de l'offre, ça a été très contraint. Et alors... Et puis, pardon, je coupe, Jean-Marc, le secteur auto, oui. Quelque part, n'a pas été considéré comme étant prioritaire pour les fabricants de semi-conducteurs aussi. Il y a ça aussi, non? Il y a les constructeurs évidemment. achètent des puces, c'est ça, qui sont moins perfectionnées, c'est ça? Quand vous faites une voiture, vous avez besoin de puces, certes, mais vous cherchez pas la dernière puce, la puce la plus top niveau. Ceux qui cherchent cette puce-là, c'est les fabricants de smartphones et les fabricants de consoles de jeux vidéo. Eux, ils sont très affûtés sur les puces, et donc ces puces les plus performantes, et se vendent plus cher. elles sont plus sophistiquées et elles sont plus chères et il y a plus de marge. Et en plus, les constructeurs de smartphones et de consoles vidéo, ils sont pleinement conscients que la puce est un enjeu absolument stratégique dans leur production. Donc, ils ont mieux su négocier les contrats et ils ont payé plus cher. Donc, ils sont passés complètement devant les constructeurs automobiles auprès de tous les grands fournisseurs mondiaux de puces. Mais ça n'est pas cher. Pardon, ça nous rappelle quelque part ce qui s'est passé en Israël aussi avec les vaccins, non? Avec ce qu'a fait Benjamin Netanyahou, non? Bien sûr, mais ensuite, chaque entreprise, chaque pays aussi doit faire ses arbitrages et savoir, s'il veut payer toujours moins cher, ça a des conséquences qui peuvent être très lourdes. Et en termes de frais, de coûts financiers, ça peut dépasser finalement le surcoût d'une puce plus chère ou d'un vaccin plus cher. Et cet arbitrage, il faut y réfléchir davantage. Depuis des années, dans l'industrie, en particulier dans l'industrie automobile, on a pris l'habitude de réfléchir comme si l'approvisionnement ne posait aucun problème. Tout allait toujours arriver. Hein. On a développé le juste à temps. Des entreprises n'ont plus de stock, sauf que il y a des moments où ne plus avoir de stock, ça pose des problèmes. Et donc, il faut à la fois que les entreprises et les pays aussi, mais je crois que ça commence par les entreprises, il faut réapprendre à
à stocker, et puis il faut réapprendre aussi à acheter. Acheter, c'est pas seulement négocier, c'est pas seulement faire un gros bras de fer avec le gars en face qui vous vend ses puces ou ses vaccins. C'est aussi apprendre à le connaître, c'est aussi voir où sont les intérêts mutuels. C'est un travail qui est beaucoup plus fin que celui qui était devenu dans beaucoup d'entreprises le métier d'acheteur. Et donc il y a toute une revalorisation du métier d'acheteur. Alors comment est-ce qu'on fait pour réduire ce risque d'approvisionnement pour une entreprise, sachant que vous parlez du métier, effectivement, le métier d'acheteur, cette fonction d'achat qui n'est pas toujours considérée, loin s'en faut, comme stratégique dans une boîte, contrairement aux fonctions, je dirais, régaliennes, les RH, la finance ou autres. Ça passe aussi par là ? Ah ben bien sûr, ça passe par la revalorisation de la fonction achat. De même que les entreprises ont redécouvert l'an dernier que la fonction logistique c'était quelque chose d'absolument essentiel. Il faut maintenant qu'elles réfléchissent sérieusement à la fonction achat. Une fois de plus, la fonction achat, ça n'est pas quelque chose de mineur dans une entreprise. Ça peut aussi tout bloquer quand on ne sait pas acheter, quand on achète mal, quand on n'achète pas bien, quand on achète parfois pas assez cher, ou quand on achète trop cher aussi. Mais ça, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler dans l'entreprise. Et donc, oui, il y a un travail de revalorisation, mais quand on regarde, hein, il y a plein de fonctions dans l'entreprise qui ont été considérées comme secondaires. Hein. La finance, jusque dans les années 80, c'était secondaire. Et puis, le directeur financier est devenu presque parfois l'alter ego du PDG. Et puis ensuite, on a découvert que les ressources humaines, c'était aussi quelque chose de très important. Et bien, l'information, la direction de l'information ou de l'informatique, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et ça a beaucoup progressé ces dernières années. Mais maintenant, il y a d'autres fonctions dont on se rend compte qu'elles ne sont pas des fonctions secondaires, des fonctions d'appoint, de l'intendance, hein, comme disait le général de Gaulle, mais qui sont des questions absolument vitales aussi, et pour l'efficacité et pour la compétitivité de l'entreprise. Donc l'achat et le transport, tout ça, c'est des missions que l'entreprise ne peut plus considérer comme étant des choses absolument secondaires qu'on peut confier à des seconds couteaux. Ouais. Dans l'objectif qui est toujours celui de maximiser les profits. On a réduit les stocks, on a fait de la gestion du zéro stock quasiment une donnée en temps réel. On a réduit le nombre de fournisseurs aussi pour acheter, pour payer moins cher, avoir dans le bras de fer dans des négociations. Tout ça est à revoir, on est allé trop loin. Oui, le balancier est trop loin, mais c'est fréquent au niveau micro dans les entreprises comme au niveau macro dans les politiques économiques. On est allé trop loin dans un sens et il faut que le balancier reparte dans l'autre sens. Les entreprises le savaient déjà. Hein, depuis 10 ans, elles ont eu sur leur chaîne d'approvisionnement, elles ont eu des ruptures absolument majeures. Hein. Si vous vous souvenez simplement de Fukushima, ça avait bloqué une usine de production de peinture qui était pour les voitures de luxe. Et dans le monde entier, les constructeurs automobiles, en particulier les Européens, puisque c'est là qu'on fabrique beaucoup de voitures très haut de gamme, eh bien, avaient dû s'arrêter. Ça, c'était il y a 10 ans. Il y avait aussi des inondations en Thaïlande. Il y avait eu l'histoire du volcan islandais, si vous vous souvenez, qui avait bloqué la circulation des radars arrière de voitures. Et donc, ce n'est pas la première fois, mais là, on le découvre avec une ampleur beaucoup plus importante. On ne peut pas négliger ces questions-là. Il faut que le balancier reparte dans l'autre sens. Il faut diversifier les sources d'approvisionnement, à la fois géographiques et en termes d'entreprise. C'est du bon sens, ça, diversifier les sources d'approvisionnement. Oui, bien sûr, c'est du bon sens, mais si vous regardez ce qui s'est fait depuis une génération, depuis un quart de siècle, c'est pas du tout dans cette direction-là qu'on est allé. Donc, diversifier les fournisseurs, à la fois géographiquement et en termes d'entreprise, reconstituer des stocks là où c'est nécessaire, et dans certains cas, il peut y avoir une action publique pour financer, pour aider les entreprises à financer leurs stocks, mais aussi financer des stocks quand les taux d'intérêt sont à 0%, ce n'est pas du tout la même chose que financer des stocks quand les taux sont à 5%. Donc les stocks et puis savoir acheter, et puis aussi parfois faire des alliances avec d'autres entreprises pour assurer ses arrières, pour assurer une base d'approvisionnement. Parfois même pour que des boîtes qui sont en compétition puissent stratégiquement s'allier conjoncturellement. Voilà, c'est pas un peu pieux d'imaginer que des boîtes qui sont concurrentes s'achètent en commun ensemble des composants?
Ça porte un nom, hein, ça s'appelle la coopétition. C'est à la fois de la compétition et de la coopération. C'est ce qui a fait tout le succès de l'industrie japonaise. Hein. Et ça, il y a des études qui sont passionnantes, qui montrent que dans les secteurs où les Japonais ont essayé de faire un champion national, ça n'a pas marché. Là où ils ont fait à la fois une très forte concurrence entre les producteurs auprès des consommateurs et en même temps une mutualisation des dépenses de recherche, par exemple, comme ça s'était passé dans l'électronique ou dans l'automobile il y a 30 ans, ça avait très très bien marché. Eh bien, les entreprises vont devoir le faire et elles le font d'ailleurs dans un certain nombre de cas déjà. Même les entreprises les plus concurrentielles qui se tirent la bourre à longueur de journée sur certains chantiers, elles sont parfaitement capables de se mettre d'accord pour, par exemple, organiser des formations, par exemple pour aussi convaincre un producteur, un fournisseur de venir s'implanter plus près de leurs usines plutôt qu'être à l'autre bout du monde. Donc elles savent déjà le faire, mais cette dimension-là de l'action des entreprises, hein, à la fois tout en restant en compétition, savoir s'organiser ensemble pour des ressources absolument essentielles, que ce soit les puces, que ce soit les vaccins, que ce soit des femmes et des hommes avec les bonnes qualifications, elles devront le faire de plus en plus. Ouais, on se quitte là-dessus juste, Jean-Marc, quasiment tous les constructeurs automobiles sont impactés, encore une fois, par cette pénurie de semi-conducteurs et ont dû réduire les cadences de production. Très peu sont passés entre les gouttes, notamment BMW en Chine, qui pour le coup avait stocké des puces, bien leur en a pris. Oui, ils avaient prévu que ce composant était essentiel. Hein. Maintenant, on peut plus faire une voiture sans des puces. Et donc, ils ont sécurisé les approvisionnements. Il y a des mois et des mois, ils ont constitué des stocks. Ils ont été voir leurs fournisseurs pour bien s'assurer que tout serait livré. Et donc, en Chine, tous les constructeurs chinois et non chinois ont des grosses difficultés. BMW arrive pour l'instant, il faudra voir ce que ça donne dans 2 ou 3 mois, mais arrive pour l'instant à continuer à produire presque comme si de rien n'était, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité, ce qui montre bien que si on est conscient du problème, en amont, on peut agir pour limiter, pas forcément éviter, hein, quand vous avez à la fois des inondations, des sécheresses, des incendies, une éruption volcanique, ça devient difficile de s'assurer absolument que tous les produits nécessaires seront bien là, mais on peut tout de même s'efforcer dans une large mesure de limiter les risques de rupture d'approvisionnement à condition d'y penser en amont, à condition de considérer que c'est quelque chose absolument vital pour l'entreprise. Espérons que nous retiendrons les leçons. C'est notamment une des leçons des enseignements de cette crise. Tout à fait, David. Merci. Point de vue, billet d'humeur signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Bye.